Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, et c'est l'une des informations principales de ce mercredi, la réélection aux Comores du président sortant Azali Assoumani. Avec 60,77% des suffrages, il est reconduit dès le premier tour pour un second mandat selon les résultats officiels provisoires annoncés par la commission électorale. Des résultats rejetés par l'opposition qui dénonce un scrutin entaché de graves irrégularités. Le continent face au déficit d'infrastructures. Sur la question de leur développement, l'Afrique subsaharienne occupe le dernier rang mondial pour combler le déficit. Chaque année, il faudrait entre 130 et 170 milliards de dollars, souligne la Commission économique pour l'Afrique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Mouamadou Dia. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste. À vos côtés, Mieri Mayulu Niamba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal à Noisiel. Et à mes côtés également notre éditorialiste Jean-François Kandji-Kombe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité. Et le président sortant Azali Assoumani remporte donc l'élection présidentielle avec 60,77% des voix selon les résultats officiels provisoires annoncés ce mardi par la CENI. Une réélection dès le premier tour était un objectif qui ponctuait chacun des discours de campagne du président comorien. Celui qui est au pouvoir depuis 2016 signe donc une large victoire face à Mahamoudou Hamada du parti Djoua, crédité de 14,62% des suffrages. Ces résultats, l'issue d'un scrutin très perturbé dimanche par des affrontements entre la population et les forces de l'ordre et par d'importantes irrégularités dans plusieurs bureaux de vote. Les 12 candidats qui faisaient face au président sortant avaient déjà indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de la CENI. L'opposition dénonce et encore ce soir une fraude généralisée, parle même d'un coup d'État, Jean-François Kandji-Kombe. Alors, donc là, on a donc une victoire du président Azali Assoumani dès le premier tour, 60,77% des suffrages, c'est énorme. Et là, ce qui ressort ce soir, c'est une opposition, mais aussi une bonne partie de la population qui a du mal à comprendre cette victoire dès le premier tour. Jean-François. C'est une nouvelle qui ne surprend pas. Qui ne surprend pas tant que ça, parce que cela s'annonçait déjà bien avant, bien en amont. Souvenez-vous, la Constitution en vertu de laquelle ces élections présidentielles se déroulent avait déjà fait l'objet de vifs affrontements, de contestations, notamment parce que c'était l'un des éléments essentiels portés sur le mandat. C'était l'institution de 2 mandats successifs permettant, à partir du moment, comme toujours, on ne fait pas rétroactivement, donc 2 mandats, ça signifie que celui qui avait pris le pouvoir, enfin celui qui avait accédé au pouvoir par les élections en 2006, avait à nouveau 2 mandats. Il y avait eu des affrontements à ce moment-là. Ensuite, plus récemment, pour ces élections-ci, on se souvient encore que la phase d'acceptation des candidatures avait fait l'objet aussi de vifs affrontements, parce qu'il y avait un certain nombre de candidats qui ont été écartés du jeu. Et en particulier, les candidats qui étaient les candidats les plus sérieux ont été écartés du jeu sur la base d'arguments qui font que ceux qui crient à la fraude, on est tenté de les comprendre, on est tenté de les croire, parce que j'ai en souvenir un candidat qui a été exclu pour la raison que sa déclaration de candidature avait été signée par le secrétaire général adjoint de son parti, alors qu'on savait que le secrétaire général était en prison. Donc qui voulait-on ici sa candidature? Donc tout cela s'annonçait à l'avance. Je ne sais pas s'il y a fraude, je ne peux pas l'affirmer, je n'étais pas sur le terrain, mais en tout cas les conditions étaient réunies pour qu'on arrive aujourd'hui à une ambiance de contestation et de trouble. Et l'avant-dernière situation était immédiatement, au soir même des élections et au lendemain des élections, tous les partis avaient crié à la fraude massive. Mouamadou Dia, l'Union africaine, la mission d'observation de l'Union africaine a parlé également d'irrégularité lors du scrutin de dimanche. Même chose du côté, bien sûr, de l'opposition, mais aussi de la société civile. Il y a eu également, et on en a parlé sur ce plateau lundi, des blessés sous les coups de l'armée. En tout cas, comme ça, une atmosphère
très particulière et extrêmement tendue qui jette là aussi le doute sur ces résultats, Mamadou Dia. Oui, absolument, parce que enfin, les Comores, c'est connu, hein, c'est un pays où il y a eu beaucoup de contestations depuis toujours, une classe politique très divisée. Et il y a eu beaucoup de contestations même en amont des élections. Et bon, ça n'annonçait rien de bon, comme il l'a dit tout à l'heure. Et on était certain que les élections allaient être contestées par nombre d'opposants, mais aussi des membres de la société civile. Mais ce que moi je me demande, c'est que pourquoi ces gens-là, en amont, n'avaient pas réussi à se faire entendre de manière beaucoup plus décisive et à ce moment-là de décider un boycott ou en tout cas un refus de cautionner ce qui allait être dans des élections peu crédibles, quoi. Parce que si on est conséquent et logique avec soi-même, à un moment donné, il faut savoir dire non. Ok, alors est-ce que l'opposition aurait dû aller vers une candidature commune, parce qu'effectivement, depuis le départ, l'opposition exprime ses inquiétudes, a parlé de fraude déjà qui s'annonçait déjà même avant le scrutin du 24 mars. Est-ce que l'opposition s'est mal organisée? Est-ce qu'elle a manqué de stratégie, Myeri Mayoulou? Ah oui, ben merci, mais clairement, l'opposition dans ce pays-là a manqué de stratégie, parce que comme a été dit par M. Jean-François, déjà la première bataille a été perdue l'année dernière lors du changement constitutionnel. Il y a eu des manifestations énormes, mais c'est quand même passé. Donc dès lors que ce changement constitutionnel est passé sans effet rétroactif, ben, l'opposition devait au moins se mettre en ordre de bataille pour dire on va aux élections, mais on se constitue et on présente un seul candidat, pour déjà maximiser les forces et présenter un candidat face à la machine électorale du pouvoir en place qui, on l'a démontré, avait déjà tout préparé et a déroulé son programme, a déroulé un agenda qui était déjà acté. Donc même les manifestations qu'il y a eu lundi dernier, on a bien vu qu'il y a eu des opposants qui ont manifesté, qui ont été blessés également. Mais bon, l'opposition est divisée. Malheureusement, comme dans beaucoup de pays africains, l'opposition est souvent divisée et c'est souvent leur faiblesse face à des pouvoirs comme ça qui sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Voilà. Jean-François. Alors, moi, je nuancerais le reproche qui pourrait être fait à l'opposition. Il est vrai que dans tous nos pays africains, il serait bienvenu qu'il y ait des regroupements des forces politiques un peu, mais dans ces circonstances particulières, je ne suis pas sûr que c'est l'absence de regroupement qui a provoqué, enfin qui a donné ce résultat-là, parce que de toute façon, on est à 60% contre 40%, le candidat unique de l'opposition, si candidat il y avait eu, il aurait perdu les élections de toute façon, et au premier tour encore. Donc, dans ces circonstances-là en particulier, je crois que l'explication ne se trouve pas forcément là, d'autant plus que dans les manifestations, il n'y a pas de distinction parti par parti, c'est des soulèvements qui sont des soulèvements populaires généraux, et c'est même des soulèvements, il y a une sorte de coalition des partis dans la rue ou dans la contestation. C'est la raison pour laquelle plusieurs responsables de partis se sont retrouvés en prison ou se sont retrouvés gardés à vue, etc. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même dans un pays où la politique se fait ou se conjugue sur le mode de la convulsion depuis 1975, depuis l'indépendance. Et pour nos auditeurs ou nos téléspectateurs qui nous écoutent, ils connaissent sans doute, ceux qui ne connaissent pas ce pays, ils le connaissent au moins comme le paradis de Bob Denard. Où il avait commis tous les forfaits politiques, de coup d'État en coup d'État, de massacre en massacre, d'organisation de répression en organisation de répression. Donc on est dans un contexte très particulier où la politique a toujours été teintée de violence politique et de répression et les régimes. Et le président qui vient d'être élu, on a marqué, je dirais, sa naissance politique en 2016, mais en réalité c'est 1999, il était putschiste lui-même. Donc il y a des méthodes face auxquelles je ne sais pas comment, pour répondre à votre question, je ne sais pas comment les partis pourraient réagir, parce qu'avec ce type de régime, on verrouille tout. On verrouille la CENI, on verrouille la Cour constitutionnelle, on verrouille à peu près partout. Je ne sais pas s'il faut boycotter, s'il faut se réunir, s'il faut... Je ne sais pas. Moi, ce que je pense, c'est que s'il y avait une dynamique unitaire, vous savez, l'unité crée une dynamique qui lui est propre. Et celle-ci aurait pu permettre quand même de
de monitorer, entre guillemets, le processus électoral, par exemple au niveau des bureaux de vote. Même s'il y a des tentatives de fraude, elles seraient vraiment réduites. Bon, il est vrai que la démocratie dans les Comores, quand même, est une expérience qui n'est pas très longue. L'héritage n'est pas là, vraiment. Et les séquences avec Bob Denard, les coups d'État répétitifs ne sont pas un terreau fertile pour l'expression d'une démocratie réelle, comme dans d'autres pays. Mais moi, je pense que l'opposition a manqué une occasion, celle de s'unir, et ça aurait pu, même si elle ne gagnait pas, faire franchir de nouvelles étapes à la démocratie comorienne. Mais une des caractéristiques quand même dans ces pays-là, c'est que malgré le fait que l'opposition peut vouloir s'unir, il existe des dynamiques de division. Le pouvoir en place arrive à diviser l'opposition. Alors en employant plusieurs méthodes. On enferme des opposants, ou on passe par la corruption pour diviser les forces en présence. Donc on a bien vu ça en RDC, dans d'autres pays également. Donc les Comores n'est pas un cas à part par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en Afrique aujourd'hui, mais leur historique de violence en politique fait que, pour moi, comme je reviens tout à l'heure, c'est le changement de constitution qu'ils avaient pu mettre en place en 2001 pour justement passer la période de violence politique. En 2001, ils sont arrivés sur ce nouveau mode d'accession au pouvoir, mais le président Assoumani a changé ça en 2018. Et aujourd'hui, ils repartent dans un processus, une période qui peut être troublée. Est-ce que l'unité des Comores est menacée, Jean-François Kandji-Combé? Notre ami évoquait tout à l'heure la constitution de 2001. Pour moi, c'est à la fois une constitution de stabilisation. Elle a stabilisé les choses, elle a réglé quelques problèmes quant à l'accession au pouvoir, mais c'est aussi le terreau d'une contestation permanente, d'une certaine manière. La constitution de 2001, vous évoquez tout à l'heure le fédéralisme des Comores, c'est la constitution qui vient cristalliser l'accord qui était intervenu entre les trois composantes de la fédération. Or, on sait que assez périodiquement, il y a des tensions qui naissent sur ce front-là parce qu'il y a des revendications particulières. Mais il est vrai qu'à partir du moment où cet accord, qui était déjà fragile d'une certaine manière, qui était déjà un peu menacé, se trouve remis en cause à travers une nouvelle constitution et à travers une nouvelle donne, ça ne peut que rallumer la flamme. Il faut se souvenir que le fédéralisme de l'Union des Comores, le fédéralisme comorien, il est né de deux déclarations d'indépendance. Ce sont des populations et des politiques qui avaient décidé de se séparer des Comores. Et il a fallu des négociations, de rudes négociations pour pouvoir tisser quelque chose entre eux. Et là, aujourd'hui, il est à craindre non seulement que les revendications indépendantistes renaissent, mais qu'on renoue avec les prétentions violentes au pouvoir de la part de ceux qui ont l'impression d'avoir été foués par la voie des élections. Quand on parle de coup d'État, constitutionnel ou de coup d'État électoral, un coup d'État ne répond qu'un autre coup d'État. Est-ce que la violence est à craindre du côté de l'opposition ou bien du pouvoir en place? On a quand même entendu le gouvernement qui parlait de répression de ceux qui viendraient, entre guillemets, perturber le jeu démocratique. Donc là, on a quand même ce mot répression qui a été prononcé par le gouvernement. Dans les faits, la violence est omniprésente depuis le début du processus. Et puis, il ne faut pas oublier ce qu'il a dit tout à l'heure, quand même, Ansoumani est aussi un putschiste à l'origine. Donc, voilà quelqu'un à qui on ne donnerait pas, disons, le bon Dieu démocratique sans confession. Et donc, raison de plus, l'opposition aurait dû être plus lucide, mais malheureusement en Afrique, les oppositions lucides ne courent pas les rues. Et il y a des divisions telles que parfois, on me dira toujours que s'ils sont opposants, c'est parce qu'ils ont certaines raisons spécifiques qui font que ces raisons-là. Mais là où on a vu des dynamiques d'alternance en Afrique, en général, à un moment donné, les égos, certaines choses sont mises de côté et il y a eu vraiment l'unité, ne serait-ce que circonstancielle, pour passer un cap. Et le cap fondamental qui est celui de l'alternance. Bon, si on ne le fait pas, c'est très rare que dans la division, une opposition puisse gagner, sauf s'il y a un deuxième tour.
Bon, mais dans ce cas précis, il n'y a pas eu de deuxième tour. Non. Donc pas de deuxième tour, 60,77% des voix. Alors si on regarde le bilan du président Azali Assoumani qui est complètement négatif, les objectifs n'ont pas été atteints, l'accès à l'électricité, etc. C'est un score qui va être difficile à justifier pour le régime. Ben, c'est un score qui n'est pas soviétique, mais c'est un score effectivement qui va être difficile à justifier, surtout qu'il y a eu l'opposition, comme il a été dit tout à l'heure, qui a contesté, qui a dit qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des bourrages, des suppositions de bourrage d'urnes, il y a des bureaux de vote qui ont fermé avant l'heure officielle, ainsi de suite. Donc il y a eu pas mal d'incohérences dans ce processus électoral-là, qui font que ce résultat ne peut qu'être sujet à caution aujourd'hui. Donc malheureusement, ils en sont là. Le pouvoir tient les rênes, parce qu'aujourd'hui, ils ont une Cour suprême qui fait office de Cour constitutionnelle, mais qui, dans les membres, sont nommés par le président. Donc le système électoral est verrouillé. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des contestations, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Et il a à craindre que les populations donjons qui, particulièrement, se sont flouées dans ce processus, parce qu'apparemment, dans le processus de rotation, ça devait passer aux populations donjons d'élire le président. Donc, elles se sont flouées aujourd'hui. Donc on ne sait pas demain qu'est-ce que ça va donner. Oui, Jean-François Kandji-Combé. Oui, Zahra, vous parliez tout à l'heure de la répression qui était promise, mais elle est déjà là. Elle est déjà là, et depuis fort longtemps. C'est même, je dirais, un des piliers de ce régime, la répression. Je crois que la carrière d'homme politique dans l'Union des Comores est une carrière assez difficile qui passe par la case prison à plusieurs reprises, en tout cas sous ce régime-là, lorsqu'on est vraiment d'opposition. Sauf lorsqu'on se trouve dans l'autre camp pour diverses raisons ou par diverses voies. Cette répression-là, comment on peut la contenir, je ne sais pas. L'île, enfin pas l'île, l'Union des Comores est quand même habituée au fait que justement l'appareil sécuritaire et l'appareil répressif est la colonne vertébrale de tous les pouvoirs qui passent, enfin de pratiquement tous les pouvoirs qui sont passés dans cette île-là. Alors pour l'opposition, puisqu'on en était à des conseils, non pas de reproches sur le passé, mais des conseils pour l'avenir, à l'opposition, je pense qu'il y a un facteur, la répression n'est pas seulement dirigée vers des politiques, c'est une répression générale sur la société, ce sont les habitants, ce sont les citoyens de ce pays qui sont concernés, et je pense que les politiques devraient réfléchir à leurs assises populaires et à leur base, parce que quand on voit qu'il y a autant d'hommes politiques qui sont emprisonnés et qu'il n'y a pas de levée de bouclier général de la part de la population, c'est qu'il y a eu une déconnexion quelque part à un moment donné dans le parcours de ces personnes-là. Autant dire, je pense que c'est un cycle qui ne s'arrêtera pas tant que les Comoriens eux-mêmes n'auront pas décidé, il y en a marre. Oui, mais il y a un petit détail, c'est concernant cette classe politique. Il y a une sorte de... La corruption, quand même, est assez généralisée. Et le dernier scandale concernant, par exemple, les passeports diplomatiques vendus à des pays du Golfe, etc. Et voilà, ça n'incite pas la population à sortir pour défendre des opposants corrompus. Oui, c'est ce que j'appelle. Et ça, c'est un problème très sérieux. Je parlais quand j'évoquais la déconnexion. Hein. Exactement. Et c'est vrai que plusieurs régimes, par le passé, ont fait de l'économie une économie de rapine. De certaine manière, c'est le cas. De ce pays. Donc, alors on va continuer d'en parler. Pardonnez-moi, Mamadou Dia, je ne vais pas vous interrompre. On continue donc de parler de cette réélection du président comorien Azali Assoumani dès le premier tour. Et justement, on va voir un petit peu ce qui est en train de se jouer en Afrique autour de cette volonté impérative à chaque fois de vouloir l'emporter dès le premier tour. Ça s'est vu au Sénégal. Et là, quelques semaines plus tard, aux Comores. On va continuer d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.